Je couperai si besoin. Webinaire numéro 5. Et là, je pense qu'on peut laisser entrer les gens. Enfin, Lucie. Est-ce que vous voyez l'écran bienvenue? Oui. Ouais, on ne voit pas en plein écran. Oui. Par contre, le PowerPoint, il est en mode… Oui, voilà. C'est bon, Voilà. hein? Yes. Là, il faut qu'on coupe nos micros, hein, parce que vraiment, ça va Yes. être désagréable pour les Oui, auditeurs. oui, moi, je vais couper ma caméra aussi parce que ça consomme un peu moins de jus. Et Tu laisses entrer des gens, Lucie? ouais, justement, je suis en train de voir. Attends, là, c'est bon, je les ai. Admettre. Oui, c'est bon. Donc, bonsoir à tous. Nous allons patienter encore quelques minutes, le temps de laisser les gens se connecter. Je vous propose de démarrer dans quelques minutes, d'ici 18h05. Et puis, les personnes qui se connectent, merci de couper les micros et les caméras pour laisser le temps de parole aux intervenants. Nous vous laisserons la parole à l'issue des présentations. Et Sabine au chat. Merci Sabine. Oui. Top. Donc, tu vas certainement le dire, Lucille, tout à l'heure, mais on a en bas de la présentation, donc, discussion avec la possibilité de poser des questions, de faire des réflexions, des remarques, des commentaires sur les contenus. Et à la fin des interventions, on va donc regarder les questions restées en suspens au chat. Donc, moi, je me suis permis de dire bonsoir à tous und herzlich willkommen. Voilà. Et puis, par contre, après, je m'arrête là et j'attends un peu les commentaires de nos chers participants. Voilà. Merci Sabine. Je t'en prie. Allez. Donc, je vous invite également à nous dire dans le chat, pour que ce soit aussi participatif et que nous puissions mieux cibler les sujets à l'avenir, de nous indiquer quels sont vos profils et aussi quelles sont les questions qui vous intéressent. Ça permettra aussi de voir à l'avenir quels sont les autres sujets à aborder et peut-être que vous trouverez déjà certaines réponses ce soir au cours des présentations que vous allez pouvoir suivre. Donc, je vous propose de démarrer et je vous présente déjà ABE, donc Allemagne Business Expert, qui est né il y a un peu plus d'un an sous l'impulsion de Jean-Cédric Violet dans l'idée de réunir
différents experts sur les différents sujets qui sont pertinents dès lors que se pose la question de s'exporter outre-Rhin. Et donc aussi bien les questions juridiques, ressources humaines, fiscales, mais aussi commerciales, managériales et de communication, de traduction. Donc ce soir, nous abordons, comme au cours des derniers webinaires d'ailleurs, la question d'Allemagne, pourquoi et comment s'implanter. Et cette question sera abordée au travers des principales spectres, à savoir tout d'abord la communication et l'identité visuelle, qu'abordera notre experte en communication franco-allemande, Christiane Blézy. Ensuite, nous verrons les aspects juridiques de l'implantation en Allemagne grâce à l'expertise de maître Françoise Berton. Et enfin, les leviers fiscaux à optimiser dans le cadre d'une implantation en Allemagne avec Dr Christian Schneider. À l'issue des différentes présentations, vous pourrez donc poser vos questions. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, je vous invite également à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat pour ne pas les oublier, et nous y reviendrons tout à l'heure avec ma collègue Sabine. Et je vais laisser la parole donc à présent à Christiane, qui donc se présente. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, d'accord. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Christiane Blézy. Je suis graphiste designer. J'ai été diplômée en 1992 en Allemagne. Depuis, j'ai travaillé en France, dans des agences de communication, dans des maisons d'édition. Là, je suis salariée actuellement dans une imprimerie marseillaise et je suis auto-entrepreneur depuis 2009. Donc, j'ai double casquette, si on veut. Le statut d'auto-entrepreneur me permet d'avoir de propres missions en France et en Allemagne et de vivre donc ma culture aussi au niveau professionnel. Donc, ce soir, je vais vous parler de la communication et l'identité visuelle en général et sur le plan franco-allemand. Alors, l'identité visuelle, c'est quoi? En fait, c'est une identité graphique qui permet de reconnaître facilement une marque ou une entreprise. Et elle passe par le nom, le design du logo, des couleurs, la typographie, la mise en page, des fois même sans lire le nom. Donc, c'est une reconnaissance. Et tous ces éléments sont repris dans un document qui s'appelle charte graphique. Et elle donnera des règles, elle permettra de décliner cette identité visuelle sur différents supports de communication, soit sur le site internet, sur le dossier des presses, des catalogues, etc. Donc, je vous montre dans le prochain slide un exemple. On a un exemple de Arte, donc la chaîne franco-allemande que tout le monde connaît. Donc là, on voit très bien que c'est une charte, elle peut être très, très complexe. Dans cet exemple, on a même la charte qui est traduite en français et en allemand, et visuellement, on les distingue par différentes couleurs. Donc, à gauche, en orange, la version française, et à droite, la version allemande. Ça permet d'avoir tout dans un seul document, et ce qui est très, très approprié pour cette entreprise et pour cette marque. Donc, dans une charte graphique, on parle par exemple de la philosophie, du logo, des couleurs utilisées, pourquoi, des mises en page, on parle des règles, comment communiquer, ou comment décliner cette
cette identité, et on parle aussi des interdits. Donc, ça, c'est un point assez important si on veut aussi faire travailler d'autres graphistes ou professionnels. Si on transmet la charte et le graphiste saura décliner cette charte. Voilà. Et donc, dans le slide suivant, Lucille, merci. Alors, déjà, une identité visuelle, elle doit représenter l'activité de l'entreprise, les valeurs, l'image, la mission et son engagement. Elle doit être adaptée à la cible en fonction de leur âge. Donc, tout ça devrait être visible dans ce qu'on appelle une identité visuelle. Donc, elle doit, si possible, être intemporelle. Elle peut faire l'objet, si besoin, d'un relooking ou d'un changement total, si l'activité change. Voilà. Donc, là, il y a des exemples que j'ai réalisés. À gauche, non, en fait, tout ça, c'est des exemples pour une marque d'habits pour enfants française, la Compagnie des Petits. La charte était donnée, donc moi, j'ai décliné en fonction j'ai décliné cette charte, donc on a quand même pas mal de liberté, voilà, en fonction de ce qu'on veut atteindre. Là, par exemple, à gauche, c'est des bandeaux pour la vitrine. Donc, il y a des kakémonos, il y a des bandeaux sur des soldes, etc. Donc, on respecte la charte, on respecte la cible, que c'est assez ludique. Et aussi, il faut faire passer les messages, là, que les soldes et tout ça, bien sûr, il faut que ça soit vu de loin. Donc, à droite, pour la même marque, c'est des fiches pour les franchisés, donc pour expliquer comment ça fonctionne, etc. Là aussi, c'est assez ludique, on reste dans le même contexte, tout en respectant la charte, un minimum. Voilà. Donc, dans l'exemple suivant, là, c'était un travail que j'ai réalisé pour une Suite Global Network. C'est une association basée à Munich qui est, oui, c'est une association en gros dans les domaines des bonbons, des confiseries, etc. Eux, ils m'ont demandé de relooker justement leur communication. Donc, ils avaient des idées bien précises, ils voulaient garder ce rouge, ce trait rouge. Le logo, il a été légèrement modifié, mais ils voulaient donner un côté plus moderne, mais c'était quand même assez rigide, on va dire. À droite, c'était la communication plutôt pour des événements un peu extra, on va dire, comme des conférences ou des événements un peu particuliers où on pouvait mettre un peu plus de fantaisie. Voilà, donc ça, c'était vraiment à la demande. Voilà, sur les exemples suivants, c'est à gauche, on voit, c'est un magazine pour les municipaux, les employés de la ville de Marseille. C'est un journal interne, toujours pareil, le même principe, la même têtière, la même présentation de la couverture, les couleurs, etc. Ça change en fonction des événements, en fonction de l'actualité. Côté 3, c'est pour une agence de presse. Voilà, eux, pareil, ils communiquent sur différents sujets. Donc, ils ont gardé aussi, enfin, je leur ai proposé un certain rythme d'utilisation de typos, etc., un certain style qu'ils ont bien aimé, mais qui est bien sûr adapté en fonction du sujet et de leurs clients à eux. Donc, c'est vraiment assez personnalisé, c'est vraiment à la demande du client, tout en respectant une esthétique
et sans oublier, bien sûr, le but de ce qu'on veut atteindre avec cette communication visuelle. Voilà. Donc, une communication, une identité visuelle reconnaissable et travaillée, donc si c'est bien travaillé, donc on identifie rapidement l'entreprise, et donc c'est ce qu'on appelle une communication efficace. On peut transmettre ainsi des valeurs avec de couleurs ou de formes utilisées qui représentent certaines, voilà, par exemple, on utilise certaines couleurs pour plus de luxe ou pour quelque chose de plus flashy. Donc, on n'utilise pas les mêmes couleurs ni la même typographie. Donc, toujours, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Alors, tout ça, si l'identité visuelle est bien travaillée, ça représente la qualité, c'est la vitrine de l'entreprise, et ça représente une certaine qualité, c'est les premières impressions. Et voilà, donc ça montre que l'entreprise est sérieuse et professionnelle. Voilà. Après, on va à l'étape de la création. Donc, vous avez deux possibilités importantes, soit vous les créez vous-même ou en interne, ce que beaucoup d'entreprises font, et il y a beaucoup de templates, etc. On pense que c'est peut-être plus économique. Je mets un point d'interrogation là-dessus, parce que les templates, il faut quand même bien chercher, il faut trouver les bonnes propositions, etc. Une fois qu'on a compris comment ça marche, encore, ça prend un certain temps aussi, on a quand même un manque d'originalité et de personnalité, parce qu'on constate rapidement que tous les sites se ressemblent un peu, ou c'est toujours la même chose. Voilà, donc j'ai mis un petit visuel là, pour visualiser cet aspect. On essaye de se couper les cheveux soi-même. C'est peut-être pas aussi bien fait comme si on fait appel à un professionnel. Donc, c'est la deuxième ou l'autre solution. On fait appel à un graphiste qui vous propose une identité visuelle de qualité, personnalisée, parce qu'il répond à vos attentes. En plus, il vous prépare des fichiers de qualité pour l'impression, par exemple. Je vois ça tous les jours. Je reçois des fichiers. Le temps qu'on met tout en ordre pour que ça soit imprimable, on a plus vite refait des fois. Donc, on voit vraiment tout. Donc, je pense que faire appel à un professionnel, c'est quand même une bonne chose. En plus, le professionnel peut vous élaborer une charte graphique pour voilà, différencier plus tard votre communication. Voilà, ça c'était le côté général. Maintenant, je vous parle des parallèles et les divergences sur le plan franco-allemand. Peut-être on l'a vu aussi dans les peu d'exemples précédents, qu'il y a quand même des divergences. Bon, le principe et les règles s'appliquent à toute communication, quel que soit le pays. Il faut que ça soit le message, il faut que le message passe. Donc là, il n'y a pas de divergence. Alors, on constate des divergences, voilà, donc, comme on a vu dans les exemples, côté allemand. Si vous vous rappelez dans les slides précédents avec l'association de confiserie, etc., tout droit, rouge, sobre, etc. Et peut-être les magazines qu'on a vus pour un client français, peut-être plus de fantaisie, tout simplement. Et je pense aussi, et d'après mes propres expériences, que le divergence se situe aussi dans la façon de travailler. Et je pense que c'est valable dans
tous les domaines aussi. On voit un exemple, par exemple, le logo de Deutsche Bahn. Donc, à gauche, on a le logo comme il était après-guerre et comme il est aujourd'hui. Donc, il est simple, carré, très reconnaissable, efficace. Manque peut-être un peu de fantaisie, mais bon, ça se discute. Ça a été un peu modernisé en 50 ans. On a changé la typo, on a changé la couleur. Dans le slide suivant, on compare avec le collègue français, la SNCF. On voit dans le même temps, en fait, après-guerre jusqu'à aujourd'hui, le logo a été modifié plusieurs fois, il a évolué. Voilà, donc peut-être tout le 10-20 ans, ça a changé. Et aujourd'hui, on a un logo qui est peut-être plus de fantaisie et moins carré, moins strict. Après, les goûts, les couleurs, c'est toujours la même question. Mais il faut connaître ces différences entre les deux cultures. Il y a d'autres exemples, la Mercedes. Enfin, moi, personnellement, je crois que tout le monde doit connaître que ce logo. On voit à droite Peugeot, qui a été modifié plusieurs fois et tous les 10 ans à peu près, ça change. Et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il y a des exemples comme ça, il y en a encore plein. Donc, vous pensez à VW, par exemple, pour les Allemands, Siemens, c'est que le nom. On pense côté français à la caisse de maladie. C'est plus recherché, c'est plus ou EDF. Je me rappelle que le logo, il a beaucoup changé ou souvent changé. Donc, tout ça pour montrer un peu les différences. Donc, on peut dire peut-être que l'Allemagne, il y a moins de changements, c'est plus traditionnel, mise sur la confiance comme valeur sûre. C'est carré, pratique, simple, efficace. Et peut-être l'esthétique, elle passe peut-être après la reconnaissance, entre guillemets. C'est peut-être le changement est peut-être plus déstabilisant pour l'Allemagne que pour la France. En France, on a plus le courage pour le changement et on s'adapte aux tendances, plus de fantaisie et l'esthétique est très importante. Voilà, c'est des expériences que moi je peux confirmer aussi et c'est une petite analyse sur ce point-là. Alors, conclusion. Ce qui est important pour une communication efficace, s'adapter à la demande et aux besoins de l'entreprise. Il faut bien le conseiller. Et là, surtout si c'est, par exemple, une entreprise qui veut s'installer en Allemagne, il faut connaître ces différences. Et à ce point-là, quelqu'un qui peut bien vous conseiller, c'est peut-être un graphiste qui connaît les deux cultures, qui connaît les différences ou la façon de communiquer. Donc, tout ça, il faut tenir compte de la nature de l'entreprise et bien sûr, tenir compte du budget. Et voilà, donc en gros, c'est ce que j'ai à dire sur les divergences et sur les parallèles côté franco-allemand. Merci beaucoup, Christiane, pour cet éclairage. En effet, je pense qu'il y a vraiment quelques exemples pertinents qui nous parlent tous, sans pour autant qu'on se rende forcément compte des changements qui peuvent s'opérer côté français.
Effectivement, un des aspects également à prendre en compte, bien évidemment, c'est l'aspect juridique, que ce soit sur la partie visuelle avec notamment le copyright, mais aussi l'approche plus générale. Et donc, le mieux, c'est d'être accompagné par un avocat qui maîtrise parfaitement les différences, les divergences entre les deux pays. Je vais donc à présent laisser la parole à Maître Berton pour les aspects juridiques. Et je laisse Françoise se présenter. Merci Lucille. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc merci d'être là et j'espère que vous avez déjà passé un agréable moment, appris des choses intéressantes. Et effectivement, comme le disait Lucille, la partie juridique impacte un petit peu le graphisme, tous les documents juridiques ou autres qu'une société va mettre en place. Mais le juridique va impacter globalement les choix qui vont être faits de s'implanter en Allemagne et vont aussi avoir des conséquences fiscales qu'on verra ensuite avec Dr Christian Schneider. Alors, sur la partie juridique, donc je vais peut-être me présenter rapidement, excusez-moi, j'ai oublié. Donc, je suis avocate française et Rechtsanwältin allemande, donc inscrite au barreau à Karlsruhe en Allemagne et à Strasbourg en France. Et on a des implantations, enfin notre cabinet est implanté en France et en Allemagne, donc à Paris, Strasbourg et à Mannheim, donc du côté allemand. Et donc on accompagne en permanence des entreprises françaises vers l'Allemagne, donc que ce soit pour au début d'un projet qui peut être de l'export direct vers l'Allemagne, de la création d'entreprises, suivi de cette entreprise de toute sa vie, en droit allemand. Donc c'est dans ce contexte-là que je vais vous expliquer un peu quels sont grossièrement les paramètres de choix pour le dirigeant français et ses équipes qui envisagent de s'installer en Allemagne. Donc là, on est au stade où on a déjà décidé d'avoir une vraie implantation sur le sol allemand et pas uniquement d'être dans une relation purement commerciale, contractuelle avec des Allemands. Et donc, la première question qui se pose, ça va être de savoir, voilà, s'implanter, est-ce que ça va être sous une forme légère ou une forme un peu plus permanente. Et la forme légère, c'est ce qu'on voit sur le tableau à gauche. Donc, c'est la succursale ou aussi dénommé établissement secondaire. Ça vous dit peut-être quelque chose. Et là, en fait, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de structure juridique autonome et indépendante du côté allemand. Donc, c'est la société française qui est l'opérateur, on va dire, économique, mais il y a une immatriculation au registre du commerce allemand de cette société française. Et ça veut aussi dire, puisque c'est uniquement la structure juridique française qui continue d'opérer en Allemagne, que les contrats, quand ils sont conclus avec les clients, c'est avec la société française. Et même chose, évidemment, pour les contrats de travail. Donc, on a une société française qui va embaucher des salariés allemands. Ça va être soumis en général au droit allemand, mais par contre, ça va être vraiment la société française qui est l'employeur, ce qui ne pose pas de problème. Si par contre, on veut aller un tout petit peu plus loin et avoir une vraie démarche, on va dire, un peu plus permanente sur l'Allemagne, alors là, on va créer une société allemande. Donc, on va se concentrer, nous, maintenant, sur cet aspect parce que ça a plus d'implications. Et donc là, évidemment, quand des contrats sont conclus avec les clients, ça va être logiquement avec la société allemande. Et puis, c'est la société allemande qui va être l'employeur des salariés allemands. Donc, on voit sur le slide suivant les avantages de la création d'une société par rapport à une succursale. C'est d'une part parce qu'il y a une vraie présence sur le marché allemand avec une structure juridique, donc ça va permettre de montrer aux interlocuteurs qu'on est vraiment présent et qu'on a une démarche vraiment permanente, sérieuse. C'est une proximité pour les clients qui est appréciée. Ça peut aller jusqu'à des petits détails comme, voilà, ça va rassurer le client parce que vous avez un numéro de TVA franc-allemand, vous êtes sur le territoire et on n'a pas à gérer toutes les opérations avec la TVA française ou intracommunautaire. Donc ça plaît. Ensuite, l'aspect controlling, en quelque sorte, vous avez un centre de coût qui est clairement distinct de la société française puisqu'il y a vraiment un bilan totalement autonome et qui est déposé tous les ans en Allemagne. Donc là, les choses sont plus claires.
et ils sont plus faciles à contrôler en termes de… sur l'efficacité de votre investissement en Allemagne, est-ce qu'il est rentable, etc. Et puis enfin, la société allemande, en général, va avoir une forme à responsabilité limitée. Donc, s'il devait y avoir des risques quelconques sur le territoire allemand, ils ne vont pas, sauf exception rare, mais ils ne vont pas remonter vers la France. Donc, ça permet de dire, voilà, l'activité allemande, elle ne va pas impacter à un moment ou à un autre mon activité française. Donc ensuite, sur le slide suivant, on voit les étapes de la création d'une société allemande. Alors ça, c'est valable globalement pour toutes les formes de société. Si vous l'avez déjà vécu en France, vous connaissez la manière dont les choses se passent. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose dans la mesure où on va vérifier les dominations sociales en général à la chambre de commerce. Alors ensuite, on rédige évidemment des statuts. Alors, je dis en français et en allemand parce que ça permet de comprendre les statuts en français, mais en fait, la langue dans laquelle ils doivent être déposés et signés, c'est bien en allemand. Et ensuite, et c'est là qu'il y a une différence notoire avec la France, c'est qu'il faut passer devant un notaire, sachant que le notaire, on le retrouve systématiquement dans toutes les opérations en droit des sociétés, donc qui tournent autour de la société, parce que par lui que passe l'immatriculation au registre du commerce. Mais pour autant, c'est en général les avocats qui vont rédiger. Ensuite, et seulement après la signature des statuts, on a le versement du capital social, ce qui est une énorme différence avec la France, puisqu'en fait, c'est seulement après cette signature qu'on a le droit d'ouvrir le compte bancaire. En France, on fait l'inverse. Et puis ensuite, on a les choses habituelles, voilà, d'immatriculation. Donc là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, on peut voir sur le slide suivant les différentes formes de société, enfin les plus courantes. Celle qui est en haut et la plus utilisée, c'est la société à responsabilité, donc la GmbH. Ensuite, on a la petite société à responsabilité limitée, la société en commandite à responsabilité limitée et la société anonyme. Alors, avant de vous expliquer grossièrement les avantages de la GmbH, sur le slide suivant, il y a un tableau qui rappelle les différences, mais surtout en termes de capital social, nombre d'associés et forme des statuts. Donc là, je dirais que ça, ce sont des critères qui peuvent être intéressants pour ceux qui se disent, bon, on ne veut pas mettre grand-chose dans le capital social, quelle forme est-ce qu'on va choisir? Donc là, si on a ce genre de critères, alors c'est un peu compliqué de vraiment réussir sur le marché allemand. Si vraiment ça se joue déjà sur le capital social, c'est qu'on n'a peut-être pas beaucoup de fonds, donc ça va être compliqué. Mais sachez que voilà, la AG, la Aktiengesellschaft, donc la société anonyme que je n'ai pas évoquée avant, parce que c'est une société qui est utilisée principalement pour ceux qui vont en bourse. Elle, le tarif d'entrée, c'est 50 000 €. La GmbH, vous voyez, c'est 25 000 €, donc c'est beaucoup plus qu'en France. Mais voilà, c'est un peu le gage de sérieux qu'on doit donner pour entrer dans une GmbH, donc une SARL. Et ensuite, on voit deux autres formes sociales qui, elles, ont un capital social de 1 €. Donc la Unternehmergesellschaft, c'est vraiment une toute petite structure et c'est pour ça qu'elle a 1 €. Et puis la Kommanditgesellschaft AKG, elle, c'est une société de personnes. Donc, en fait, c'est les gens qui vont, enfin, les associés qui vont être personnellement responsables. Donc, on n'a pas besoin de capital social. Et puis, sinon, sur la forme des statuts, on voit que la plupart du temps, c'est le notaire qui intervient. Voilà. Et donc, si on passe… alors, oui, je vais peut-être encore dire rapidement, je vous ai dit que la Unternehmergesellschaft, c'est une toute petite société, donc ce n'est pas forcément celle qu'on choisit si on est une société française qui s'implante. Parce qu'elle est extrêmement légère et il faut mettre sur tous les documents juridiques la forme sociale et ça stigmatise un peu quand même parce qu'on montre tout de suite qu'on est tout petit. Voilà, donc la GmbH est la plus populaire, la plus souple et c'est pour ça qu'on va se concentrer sur elle. Alors, elle a des avantages assez intéressants, c'est qu'elle… il y a une grande liberté dans l'établissement des statuts et la manière d'organiser les relations entre associés. Alors, ce n'est pas une liberté absolue, hein, on ne peut pas juste prendre un bout de papier, rédiger et le déposer au registre du commerce, ça ne marche pas. Il y a évidemment des règles, mais on peut quand même mettre des choses en place, comme voilà, gérer les cessions des parts sociales, les exclusions d'associés.
Hein, ça peut arriver qu'on ne s'entend pas forcément bien avec un associé qu'on a fait entrer. Les évaluations de parts, on peut ajouter des comités, etc. Donc là, on a un peu l'impression qu'elle ressemble en partie à ce qu'on connaît en France avec la SAS. Et elle est beaucoup plus proche de la SAS dans sa souplesse, d'ailleurs, que d'autres formes sociales qu'on trouve en Allemagne. Ensuite, on peut moduler le contrôle de la gérance par la société mère. Donc, on a principalement la possibilité d'un principe de double signature pour les gérants qui ne peuvent pas agir l'un sans l'autre vis-à-vis des tiers, ce qui n'existe pas en droit français. Et puis, on a aussi la possibilité pour la société mère de donner des directives directement en tant que société mère à sa filiale, ce qui est quand même assez phénoménal puisque ça n'existe pas en droit français. En tout cas, en droit français, ça fait très mal si on fait ça. Alors ensuite, on a le fait que c'est une société à responsabilité limitée, hein, donc limitation au capital social qui a été déposé, c'est-à-dire 25 000 €. Alors, on voit ici donc les particularités de la GmbH par rapport à la SARL française. Donc, j'ai dit avant que la SARL, la GmbH allemande est assez proche de la SAS française parce que justement, la SARL française, elle, est plutôt rigide. On peut difficilement sortir du cadre. Et donc, ça, c'est l'avantage de la GmbH allemande. Et puis, comme je l'ai un petit peu évoqué avant, on a des possibilités qui sont plus intéressantes qu'en France, qui vont être, par exemple, de plus facilement pouvoir exclure un associé. Et puis, on a ce principe de double signature qui est quand même assez intéressant. Alors, ensuite, on a aussi la particularité de la gérance allemande du point de vue de l'organisation de ce qu'on lui fait signer quand il arrive. Il y a un contrat de gérance qui est signé en général avec le gérant à côté de sa nomination formelle. Et ça, parfois, les Français ont l'impression qu'on leur met sous le nez un contrat de travail, mais ce n'est pas un contrat de travail, c'est vraiment un contrat spécifique pour le gérant. Si on fait attention, il n'est pas requalifié en contrat de travail. Et puis, par ailleurs, le gérant, en général, n'est pas soumis à cotisation sociale. Et enfin, on a cette notion que j'ai expliquée un tout petit peu avant, qui est la possibilité pour la société française de donner officiellement des directives à l'Allemagne, ce qui est un instrument de contrôle assez efficace. Alors, une fois qu'on a choisi la GmbH, qu'on a développé l'activité en Allemagne, etc., évoquons aussi peut-être les problèmes qui peuvent survenir, auxquels on peut faire face, et qui vont être principalement la mauvaise entente avec le gérant ou le gérant qui est plus content et qui part, ou des problèmes financiers qui vont dégénérer sur une crise. Donc, je vais évidemment rester très générale avec le temps qui nous est imparti. Donc, le départ du gérant, ça va être une révocation éventuellement. Et là, on n'a pas de notion de juste motif comme on a en France. Donc, il n'y a pas de nécessité de justifier de sa révocation. Il faut faire attention, par contre, au formalisme, puisqu'on a à la fois il avait été nommé et en même temps, il y avait un contrat de gérance. Donc, il ne faut pas oublier de faire les deux à la fois. Sinon, on peut se retrouver avec un contrat de gérance qui continue de courir et qui continue de permettre au gérant d'être rémunéré alors qu'il a été révoqué. Donc ça, c'est des situations qui ne sont pas souhaitables. On a également la démission du gérant et qui là, si on n'a pas prévu de délai de préavis, peut se produire à la réception de son courrier, donc ça peut aller très vite. Mais là, il n'y a pas de particularité par rapport au droit français. Alors ensuite, sur le slide suivant, on évoque non plus les difficultés relationnelles avec le gérant, mais les difficultés financières. Il y a deux cas majeurs auxquels il faut faire toujours attention pour ne pas entrer dans une procédure collective, donc c'est-à-dire l'obligation de déposer le bilan. C'est le cas de la cessation de paiement, puisque c'est un des déclencheurs de l'obligation de déposer le bilan. Et ça, la cessation de paiement, ce n'est pas exactement la même définition qu'on a en France, mais enfin, c'est assez proche. Donc, en gros, si je sais en tant que GmbH qu'avec les liquidités disponibles, je n'arriverai pas à
respecter mes échéances avec mes créanciers, même si ce n'est pas tout de suite, mais je sais qu'à terme, je n'y arriverai plus, là, c'est une cessation de paiement. Et il y a un autre cas de figure qui peut obliger en fait, le gérant à déposer le bilan, qui n'existe pas en France et qui est assez dangereux, puisque c'est une vision plus comptable, c'est-à-dire que là, on regarde le bilan et on se demande si l'entreprise est surendettée. Et donc, on ne va pas juste regarder le bilan au 31 décembre ou à la date de clôture une fois par an, mais c'est une espèce de vision plus jour après jour, où il faut être sûr qu'on n'est pas mécaniquement tombé dans cette situation, ce qui veut dire qu'il va falloir, quand on est dans une situation très tendue au niveau financier ou économique en général, faire par un expert qualifié, donc Dr Schneider évidemment, un bilan qui va être vraiment en cours d'année pour vraiment surveiller cette situation. Et le bilan, lui, ça va être un double bilan, c'est-à-dire avec des valeurs qu'on va prendre pour vérifier si on a assez d'actifs face au passif et que le passif ne dépasse pas en quelque sorte l'actif. Et là, ça va être à la fois avec des valeurs de poursuite d'exploitation et puis un deuxième bilan qui est le bilan où on regarde en valeur liquidative. Donc, ça veut dire si la société va être liquidée, quelle va être la valeur de mes actifs et de mon passif. Et là, la valeur des actifs, elle est évidemment beaucoup plus basse puisqu'on ne vend jamais aussi bien une société à la découpe que si elle est toujours en activité. Voilà. Donc, on voit ensuite sur le slide suivant qu'à partir du moment où, si on n'a pas évité ces situations de cessation de paiement ou de surendettement, on se retrouve dans l'obligation en tant que gérant de déposer une demande d'ouverture de procédure collective dans les 3 semaines qui suivent l'événement. On peut aussi, mais ça, ce n'est pas une obligation, déposer une demande de procédure collective si on sent qu'on a des difficultés qui surviennent. Donc, c'est une espèce d'équivalent de la procédure de sauvegarde française, enfin, même s'il y a beaucoup de différences. Voilà, donc ça, c'est plutôt, mieux vaut le savoir pour éviter d'avoir des ennuis. Le but étant évidemment de toujours continuer à travailler dans de bonnes conditions et ne pas avoir ces situations de crise. On a aussi, donc c'est le slide suivant qui nous rappelle qu'il y a des mesures qui permettent d'éviter d'entrer dans ces procédures collectives, notamment pour éviter ce fameux surendettement. Donc, on a par exemple les abandons de créances, enfin, c'est des mécanismes qui sont des mécanismes comptables, abandon de créances, la possibilité aussi pour la société mère de renoncer, enfin d'avoir le dernier rang parmi tous les créanciers qui vont être remboursés de leurs créances. Ça, mécaniquement, ça fait baisser les dettes de la société. Voilà, on a des choses de ce type-là. Et donc, si on a… alors, je ne vous ai pas dit tout ça pour vous faire peur et ne pas vous faire venir en Allemagne, c'est plutôt pour vous dire, voilà, à partir du moment où on est bien informé des risques potentiels, de ces types de risques, surtout parce que c'est assez différent des réflexes qu'on peut avoir en France, et qu'on est bien entouré par des experts, à ce moment-là, il n'y a plus de risque, en fait. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté et bon après-midi encore. Bonne soirée. Merci beaucoup Françoise. Donc transition parfaite, effectivement. Une fois le cadre juridique posé, nous allons pouvoir nous pencher sur la vision comptable que tu as également évoquée Françoise. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Dr Christiane Schneider qui donc se présente. Et puis Christiane, je vous laisse également prendre la main sur votre PowerPoint. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, parfait. Ah, ok, très bien, parfait. Bon, merci beaucoup, Lucille, pour cette transition. Merci également pour
à vous, à tous les auditeurs, pour votre intérêt pour cet aspect de fiscalité des entreprises en Allemagne. Évidemment, on aura juste, dans les 15-20 minutes, on aura juste le temps d'évoquer quelques grandes lignes, mais on va quand même essayer de vous présenter, je vais quand même essayer de vous présenter des leviers d'action pour optimiser votre entrée sur le marché français, votre présence sur le marché allemand. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit la présentation? Non, je crois que… Pas encore, non. Ok, alors, c'est la présentation. Alors, vous allez d'abord partager l'écran. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, parfait. On peut le voir? Merci beaucoup. Très bien, parfait. Voilà, donc, alors… Voilà. Tout d'abord, peut-être juste une petite présentation, voilà, de moi et de mes deux cabinets. Voilà, moi-même, je suis donc Wirtschaftsprüfer allemand, donc commissaire aux comptes de droit allemand. Je suis également commissaire aux comptes et expert comptable français. Au cours de ma carrière, j'ai notamment travaillé assez longtemps pour KPMG, à la fois en Allemagne, à Mannheim, et aussi en France, à Paris. Voilà. Suite à ce passage, j'ai créé, et puis l'obtention des deux diplômes, j'ai créé d'abord mon cabinet à Strasbourg et ensuite assez rapidement à Karlsruhe. Donc, c'est la ville qui est à peu près 80 km au nord de Strasbourg, juste en fait de l'autre côté du Rhin. Donc, c'est tout à fait le coin de l'Hexagone en haut à droite. Voilà. Nos clients sont principalement, essentiellement des clients avec des aspects transfrontaliers. Donc, en France, c'est des filiales françaises de groupes allemands, principalement de groupes familiaux. Et puis, en Allemagne, c'est également des filiales allemandes, en fait, de groupes français. Voilà. Nous avons 8 collaborateurs qui sont tous bilingues et à ma connaissance, on est le seul cabinet de taille intermédiaire qui est vraiment spécialisé sur l'expertise comptable et commissariat aux comptes dans les deux pays, en fait, dans le domaine franco-allemand. Voilà. Alors, juste très rapidement, voilà, nos arguments, c'est vraiment l'argument, notre valeur ajoutée, c'est tout d'abord, en fait, nous avons les deux systèmes dans la même tête, voilà, donc nous pouvons vous conseiller de manière, voilà, parce que on connaît à la fois votre situation dans votre pays d'origine et votre situation dans le pays où vous voulez vous implanter. Et puis le deuxième argument, c'est évidemment, on peut vous expliquer dans votre langue maternelle, avec la terminologie, ce qui se passe avec votre argent dans le pays respectif. Voilà. Alors, donc, j'arrive à ma présentation. Donc, il y a 5 parties, 5 chapitres. Le premier chapitre, le but, c'est de présenter un petit peu où se trouve l'Allemagne comparée aux autres pays de l'Union européenne au niveau de la pression fiscale, au niveau du taux d'imposition, en fait, des entreprises. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les leviers, quels sont les aspects, les moyens d'action pour optimiser l'aspect fiscal de son implantation en Allemagne. Et puis, troisième chapitre, voilà, c'est un peu une vue globale des impôts que doit payer une entreprise en Allemagne, notamment une GmbH. Voilà. Et ensuite, on va présenter dans le chapitre 4 et 5 les deux impôts les plus importants, notamment pour les sociétés de capitaux. Voilà. Alors, je vous propose de passer sur le premier slide. Alors là, vous voyez la situation en 2021. Voilà, le taux d'imposition. Alors, en Allemagne, le taux d'imposition qui est donné, c'est aux alentours de 30%. Ça comprend à la fois l'IS, l'impôt sur les sociétés, l'équivalent allemand de l'impôt sur les sociétés, et aussi l'impôt taxe professionnelle. Voilà. Parce que c'est les deux qu'il faut regarder ensemble pour avoir l'essentiel des impôts que paye une entreprise allemande.
Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'Allemagne occupe en 2021 la 2e place derrière le Portugal au niveau de l'importance de l'imposition. Voilà, la France est passée en 3e position, qui était longtemps en première, voire 2e position, voilà, notamment grâce aux baisses de l'IS en France. Et puis, évidemment, vous avez beaucoup d'autres pays qui ont un taux d'imposition beaucoup plus faible, notamment des pays de l'Est. Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas un pays à faible taux d'IS, l'Allemagne. Donc, voilà. Ensuite, le deuxième slide qui est intéressant, c'est ici, en fait, qui reprend une statistique en fait, d'un institut de recherche européen, économique en Allemagne, donc le Centre pour les études économiques de Mannheim, le ZEW, et là, vous voyez l'évolution du taux. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Et puis, c'est le taux d'imposition effectif. Donc, ça, c'est pas le précédent slide, c'était le taux nominal. Et là, c'est vraiment le taux d'imposition que payent les entreprises dans les 4 pays quand ils font des bénéfices. Voilà. Et là aussi, on constate en 2022 que l'Allemagne possède la première place comparée à la France, l'Italie, le Royaume-Uni et même la moyenne de l'Union européenne. Et ce qui est surtout frappant, c'est l'énorme stabilité du taux d'IS depuis 2008. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce que Christiane a présenté pour les logos de la Deutsche Bahn. Là, vous avez l'équivalence en fait, de taux d'IS qui, depuis 2008, donc ça fait quand même 14 ans, ne bouge plus. Voilà. Et surtout, ce qui est surprenant aussi, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'on vient de voter quand même l'automne dernier, on a voté on a changé de gouvernement, et là non plus, il n'y a pas de plan de modifier le taux d'IS. Voilà, donc il va rester comme ça. C'est assez curieux. Je pense quand même personnellement qu'un jour, l'Allemagne va payer cette inertie, cette incapacité de changer un peu, d'innover au niveau de l'IS. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et puis, notamment, c'est vrai aussi qu'en France, c'est vraiment les actions du gouvernement déjà engagé en fait sous François Hollande qui a commencé à baisser en fait le taux d'IS. C'est ça aussi. Voilà. Alors, voilà. Mais alors, ce qu'il faut quand même dire aussi pour défendre un petit peu l'Allemagne, les impôts, évidemment, ce n'est pas tout. Voilà. Et notamment quand vous êtes une entreprise, quand vous embauchez des salariés, vous payez aussi des charges sociales. Voilà. Et là, notamment, il y a toujours une grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est le taux des charges patronales, qui en France est beaucoup plus élevé, donc qui est aux alentours, qui oscille entre 35 et 40-50%. Et là, il faut quand même reconnaître qu'en Allemagne, c'est 20%. Donc, un salarié qui vous coûte, soi-disant, 10 000 € en fait, un mois, en charge patronale, il faut rajouter 200 € pour l'Allemagne, donc si vous l'embauchez en Allemagne, et puis il faut rajouter 4 000 sur 10 000, évidemment, 2 000 sur 4 000, donc ça fait une charge totale de 1200 €, 10 000, de 12 000 €, et le même salarié, pour le même salaire brut, il vous coûtera 14 000 €, donc 2 000 € en plus. Voilà. Donc, évidemment, ça rentre aussi en jeu, en fait, quand on veut s'implanter. Voilà. Alors, quels sont les leviers qu'on peut actionner quand on veut s'implanter en Allemagne? Voilà. Ou quand on est en Allemagne, quand on a une présence en Allemagne. Voilà. Le premier levier, c'est le siège de son entreprise, parce que c'est le siège qui va déterminer quel sera le taux de taxe professionnelle qui va s'appliquer. Voilà. Chaque entreprise qui a une activité industrielle ou commerciale doit s'immatriculer auprès de la ville et doit payer en fait
une taxe professionnelle qui est déterminée localement. Donc, c'est vraiment le conseil municipal qui, tous les ans, va voter le taux, en fait, qui va s'appliquer aux entreprises qui sont basées sur la zone de la commune. Voilà. Et ce qui est très intéressant, voilà le principe en fait de la taxe professionnelle. On va revenir un peu plus tard en fait sur les détails du calcul. C'est que vous avez un taux 3,5% qui est dans la loi en fait. Ce taux s'applique à toutes les communes en Allemagne. Et ce que vote la commune, c'est le multiplicateur. En fait, en allemand, c'est le Gewerbesteuerhebesatz. Et donc, c'est celui qui va déterminer en fait le taux de taxe professionnelle qu'une entreprise devra payer. Et ça varie, ce multiplicateur en général, il varie entre un minimum légal de 200% et ça peut aller jusqu'à 450 voire plus en fait. Et donc, de fait, vous avez un taux de taxe professionnelle que vous pouvez voir ici, qui peut osciller dans les cas les plus bas, mais bon, c'est quand même rare, entre 7% et 15,75%. Voilà. Et ça fait une grosse différence. Ça fait une différence de 8% au maximum entre un taux très très bas et un taux très très élevé dans une commune avec un taux très très élevé. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est une préférence pour un financement externe de la filiale allemande, parce que vous avez, en tout cas comparé à l'Allemagne, beaucoup moins de restrictions à la déductibilité de charges d'intérêt. Donc, si vous créez votre filiale allemande, vous avez intérêt de garder, entre guillemets, le capital social plutôt petit et de donner ensuite un financement externe, par exemple via la maison mère. Évidemment, pour le capital social, il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Voilà, c'est Françoise Berton qui pourra mieux que moi vous expliquer quels sont les aspects qu'il faut prendre en compte pour cela. Et enfin, vous avez théoriquement la forme juridique. Et c'est vrai que si vous avez déjà regardé un peu regardez en fait quelles sont les formes juridiques les plus répandues pour les sociétés en Allemagne, notamment du Mittelstand, c'est surtout des sociétés de personnes. En fait, c'est les fameuses GmbH et Co. KG, en fait. Voilà. Parce que c'est pour des personnes en fait, qui résident en Allemagne avec un taux d'imposition, impôt sur le revenu plutôt élevé. Ça leur permet en fait, de bénéficier de certains avantages fiscaux. Et c'est pour ça que cette forme juridique est aussi populaire en Allemagne. Alors, je ne sais pas si vous avez lu dans votre jeunesse la bande dessinée Astérix. Par exemple, il y a un tome qui s'appelle Obélix et compagnie. Et la traduction allemande de ce tome, c'est Obélix GmbH et Co. KG. Voilà. Donc, mais c'est un Obélix qui, dans ce cas-là, réside en Allemagne. Pour vous, si en tant que maison mère française, vous voulez vous implanter en Allemagne, vous avez intérêt de prendre une GmbH. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici, d'une perspective française, la forme juridique. Je vous déconseille de prendre une société de personnes parce que vous avez intérêt, parce que la plupart du temps, vous avez en France quand même des sociétés de capitaux. Et dans ce cas-là, je vous conseille absolument de choisir également en Allemagne une société de capital en tant que fille. Parce que, on va voir ça un peu plus tard, en quelque sorte, les deux sociétés de capitaux, à la fois la mère en France et la fille en Allemagne, sont compatibles, notamment pour la distribution de dividendes. Voilà. Alors, je vous propose de faire un rapide tour d'horizon des impôts qu'une entreprise en Allemagne doit payer. Alors, principalement, il y en a 5. Voilà, c'est relativement peu comparé à toutes les taxes qu'il faut payer, notamment en France. Voilà. L'impôt le plus important, c'est l'IS, donc la Körperschaftsteuer. Voilà.
Ça, c'est un taux de 15% auquel il faut ajouter 5,5% sur le montant de l'IS de contribution de solidarité. Alors, c'est la contribution de solidarité, ça remonte à la période après la réunification parce qu'il fallait, augmenter les recettes fiscales pour financer la reconstruction en Allemagne de l'Est. Voilà. Donc, de fait, l'IS, c'est un taux de 15,8% appliqué au résultat fiscal, quel que soit, si c'est une société de capital, quel que soit l'endroit où il se trouve en Allemagne et quelle que soit l'activité. Voilà. Donc, ça, c'est pareil pour tout le monde. Voilà. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et comme nous avons vu, la deuxième taxe la plus importante pour une entreprise, c'est la taxe professionnelle, qui varie en fonction en fait, de l'implantation de la société. Voilà. Troisième impôt, la TVA, comme en France, c'est l'impôt européen par excellence, donc a priori harmonisé au sein de toute l'Union européenne, voilà, avec un taux de 19% et de 7%. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui s'applique à toutes les entreprises également en Allemagne et à toutes les entreprises de l'Union européenne. Voilà. Le quatrième type d'impôt, c'est un impôt que l'entreprise doit verser pour ses salariés ou pour ceux qui reçoivent en fait des revenus de capital. En fait. Voilà. C'est le prélèvement à la source qui comprend d'un manière aussi le denier de l'Église. Donc, si vous avez un salarié qui est membre d'un culte, par exemple l'Église catholique, l'Église protestante, s'il est de confession juive, il doit payer, et c'est prélevé en fait par l'entreprise, il doit payer sur son salaire, sur le prélèvement à la source que doit payer en fait l'entreprise, il doit également payer en fait l'entreprise doit prélever sur le salaire des salariés ses impôts. Donc, ce n'est pas tellement l'entreprise qui doit le payer, mais elle est plutôt en fait l'agent qui collecte et qui reverse en fait à l'administration fiscale. Et enfin, cinquième impôt, s'il s'agit d'une entreprise justement de société de personnes, là, c'est des entreprises qui sont lucides ou translucides. Ça veut dire que c'est les associés qui payent directement, qui ne payent pas d'IS, mais qui payent directement en fait sur les revenus, sur les bénéfices qu'ils perçoivent, les impôts dans le cadre de leur imposition sur le revenu. Voilà. Mais encore une fois, c'est quelque chose depuis 8 ans, 9 ans que je fais ce métier, donc voilà, spécialiste entre la France et l'Allemagne. Je n'ai que comme client pour les filiales allemandes de groupes français, je n'ai que des GmbH. Voilà. Alors, je vous propose de regarder un peu plus près en fait, les deux impôts les plus importants pour notamment les GmbH et les sociétés de capitaux, les personnes morales. Donc, c'est d'abord l'impôt sur les sociétés, donc la Körperschaftsteuer. Voilà. Alors, tout d'abord, qui est assujetti en Allemagne? Qui doit payer l'impôt sur les sociétés? C'est d'abord, évidemment, les sociétés de capital de droit allemand, donc les GmbH qu'on a déjà vu, les UG, voilà, la petite GmbH, les AG et puis aussi les sociétés européennes qui ont leur siège en Allemagne. Voilà. Au-delà de ces entités, de ces personnes morales, il y a aussi obligation de payer l'IS pour des établissements stables fiscaux en Allemagne. Donc, une entreprise française qui crée un établissement stable en France, donc qui n'a pas de personne morale à part, elle doit aussi soumettre une déclaration IS à l'administration fiscale compétente de son siège. Voilà. Et
Également, il y a des représentants. Donc, même si l'entreprise n'a pas d'adresse fixe, à certaines conditions, dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, même des représentants, des commerciaux, etc., peuvent être à l'origine d'un établissement stable et donc de l'obligation d'une entreprise française, par exemple, qui a un salarié en Allemagne, qu'ils doivent déposer une déclaration fiscale IS. Voilà. Deuxième aspect, début de l'obligation fiscale, c'est tout de suite après, au moment de la signature des statuts avec le notaire. Donc, tout de suite, même avant l'immatriculation de la société au greffe. Voilà. La durée maximale d'un exercice fiscal, c'est 12 mois. Voilà, la seule exception. Donc, en fait, surtout en début d'activité, les exercices de plus que 12 mois, comme c'est possible en France, en Allemagne, ce n'est pas possible. Voilà. Le calcul du résultat fiscal, le point de départ, comme en France, c'est les comptes sociaux, c'est le résultat de l'entreprise avant impôt. Et ensuite, il y a des déductions réintégration dans lesquelles je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails. On déduit également des déficits antérieurs et puis ça donne un résultat imposable sur lequel j'applique en fait le taux d'IS, donc en gros les 15,8%. Voilà. Et c'est ça que je dois ensuite payer. Le taux d'imposition, on l'a déjà vu, c'est 15%. Voilà, et puis plus une contribution de solidarité de 5,5% sur le montant calculé de l'IS. Voilà. Ensuite, vous avez la question des déficits fiscaux. Voilà, le principe, c'est comme en France, vous pouvez reporter en avant et aussi en arrière des déficits fiscaux que vous avez. Donc, voilà, si vous faites des pertes cette année, ça peut soit diminuer les impôts que vous allez payer sur les bénéfices futurs, ou vous pouvez opter aussi pour le report en arrière. Donc, si l'année précédente, vous avez payé des impôts, vous pouvez dire, les déficits de cette année, par exemple 2021, je veux qu'ils soient appliqués au déficit, aux bénéfices que j'ai fait et à l'IS que j'ai payé en 2020. Et dans ce cas-là, vous allez obtenir un remboursement, en fait, des impôts que vous avez payés dans le passé. Alors, comme en France, il y a aussi une règle d'imposition minimale. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, de manière illimitée, déduire de vos bénéfices fiscaux les déficits antérieurs fiscaux que vous avez eus. Voilà, donc il y a, c'est seulement jusqu'à 1 million et au-delà de 1 million de bénéfices, la déductibilité des déficits existants est limitée à 60%. Voilà. Donc, c'est très proche de ce que la France a introduit également. Il paraît que cette fois-ci, c'est la France qui s'est inspirée de l'Allemagne pour cette règle, sauf que la limitation en France est à 50% au-delà de 1 million. Voilà. Ensuite, vous avez différentes règles, mais pas autant qu'en France, pour limiter en fait la charge d'intérêt, donc les intérêts que paye une entreprise quand elle a des prêts, par exemple de la maison mère. Voilà, mais c'est quand même beaucoup moins strict par rapport à la France. Donc, il n'y a pas, par exemple, de limitation du taux des charges d'intérêt sur des prêts d'associés, par exemple. Voilà, il n'y a pas de publication par un taux d'intérêt qui actuellement, évidemment, est très, très bas. Et si au-delà, en fait, vous payez plus de charges, ça veut dire qu'il faut réintégrer en fait ces charges dans le résultat fiscal. Tout ça, ça n'existe pas. Et jusqu'à 3 millions d'euros de charges d'intérêt, vous pouvez déduire toutes les charges fiscales qui soient. Voilà. Ensuite, les modalités de déclaration fiscale. Alors, donc, il faut déclarer. Il faut transmettre en fait un formulaire qui n'est pas tout à fait pareil que l'alias fiscal en France. Et il faut transmettre un formulaire
Et puis, il faut aussi traduire un bilan électronique, en fait. C'est les deux ensemble qui forment à peu près l'équivalent, en fait, de l'alias fiscal. Et chose étonnante, en Allemagne, vous avez 1 an après la date de clôture pour transmettre votre déclaration d'impôt. Voilà. En France, vous devez déjà avoir transmis votre alias fiscal début mai. À ce moment-là, vous ne pouvez même pas encore déclarer votre déclaration impôt sur les sociétés parce que le millésimé, en général, est publié par l'administration fiscale allemande seulement fin mai, courant juin. Voilà. Donc, ça, c'est assez curieux. Et en plus, quand vous avez transmis votre déclaration fiscale, vous devez attendre un avis d'imposition. Donc, vous ne payez pas tout de suite avec la déclaration vos impôts, comme en France, mais vous devez attendre que l'administration fiscale valide la déclaration que vous avez transmise au travers d'un avis d'imposition, et c'est seulement après que vous avez normalement le prélèvement de vos impôts. Voilà. Ensuite, très rapidement, parce qu'on se place quand même un peu dans une perspective en fait, d'implantation d'une société française en Allemagne, donc cuite de la remontée des dividendes vers la maison mère en France ou vers une autre maison mère même située en Allemagne. Tant que les deux sont des sociétés de capitaux, à la fois donc la mère française par exemple et la filiale allemande, la remontée de dividendes, en principe, est non imposable à l'exception d'une quote-part pour frais et charges non déductibles de 5%. Voilà, donc le mécanisme est le même comparé à la France. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'en Allemagne, vous ne pouvez pas très facilement remonter des dividendes comme ça, parce que si vous n'avez pas de certificat d'exonération, vous devez payer une retenue à la source, voilà, quand vous avez une maison mère à l'étranger. Donc, si vous avez une filiale allemande et vous voulez payer, qui marche très bien, qui fait des bénéfices, et vous voulez remonter en fait des dividendes vers la France, pour éviter ce prélèvement à la source, il faut demander à l'avance à l'Office central des impôts, le Bundeszentralamt für Steuern, un certificat d'exonération. Voilà. Et si vous faites cette demande, vous avez en général, vous recevez un catalogue de questions sur la maison mère, sur les activités de la maison mère, sur la filiale, sur les associés, qui est associé de la maison mère, etc. Et j'ai jamais vu que j'ai toujours eu des cas où ça prenait plus que 6 mois pour obtenir ce certificat d'exonération. Donc là, vraiment, c'est extrêmement bureaucratique. Et la même chose en Allemagne, en sens inverse, en fait, remonter des dividendes d'une filiale française vers une maison mère allemande est beaucoup plus facile. Voilà. Ensuite, la vente, si j'ai une maison mère française et j'ai une participation en Allemagne et je vends cette participation, par exemple une filiale allemande, c'est les mêmes principes qui s'appliquent que pour la remontée de dividendes. Voilà. Donc ça, c'est quasiment la même chose. Ensuite, bon, là, c'est un peu de manière plus détaillée, en fait, le calcul du résultat fiscal à qui j'applique, en fait, le taux d'IS. Mais bon, je propose qu'on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous transmettre la présentation après. Et on passe à la taxe professionnelle, la Gewerbesteuer, donc dont on a déjà parlé. Voilà. Qui est assujettie, comme j'ai déjà mentionné, c'est toute forme d'activité économique, pas seulement société de capital, mais aussi entrepreneurs individuels, sociétés de personnes, etc., qui exercent une activité commerciale, industrie, commerce, artisanat ou service. Voilà. Seules les professions libérales et agriculteurs ne sont pas obligés de payer cette taxe ou ne payent pas cette taxe. Voilà. C'est vraiment des impôts qui reviennent à la commune. Voilà. Donc ça, il faut garder en tête.
Et donc, ça représente à peu près la moitié de ces 30%. Donc, c'est quand même des sommes énormes qui permettent de financer les villes en Allemagne, les communes en Allemagne. Voilà. Donc, c'est une source de revenus des villes, des communes très importante. Et justement, comme je suis actif à la fois en France, donc à Strasbourg et à Karlsruhe, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, en fait, Strasbourg, capitale de l'Europe, à peu près 300 000 habitants, et Karlsruhe, une ville moyenne allemande, également à peu près de même taille, aussi 300 000 habitants. Le budget de Strasbourg est à peu près, le budget annuel, des dépenses annuelles, c'est à peu près 500 millions, tandis que Karlsruhe, c'est 1,5 milliard. C'est le triple du budget. Donc, ça signifie aussi, cette taxe professionnelle, elle finance les villes. Elle les finance de manière importante. Il y a beaucoup plus de décisions en termes de financement qui sont pris à un niveau communal en Allemagne qu'en moyenne, si je les compare à la France. Voilà. Et c'est pour ça que cette taxe, elle est très importante. Voilà. Le calcul de la taxe professionnelle à payer, c'est à peu près, c'est à peu près le même résultat, la même démarche, le même calcul que pour l'IS. Il n'y a pas de grosse différence. Voilà. Il y a une sorte de bénéfice de commerce qu'on calcule, et ensuite on applique en fait le taux de taxe professionnelle qui varie en général entre 7 et 15%. Voilà. Pour la déductibilité des déficits fiscaux de taxes professionnelles, c'est le même principe que pour l'IS. Donc, il y a beaucoup de parallèles justement entre l'IS et la taxe professionnelle justement. Et puis, vous avez en général aussi des conditions de conservation des déficits reportables sont à peu près les mêmes en France et en Allemagne. C'est vraiment l'identité en fait de l'entreprise qui doit être préservée pour pouvoir préserver aussi les déficits fiscaux existants. Voilà. Alors, pour terminer, où est-ce qu'il faut s'implanter? Alors, si vous voulez vraiment prendre comme un des critères importants, donc le taux de taxe professionnelle. Alors là, je vous ai mis en fait la carte de l'Allemagne avec les taux de taxe professionnelle en fonction des communes. Alors, plus c'est foncé, plus vous payez une taxe professionnelle importante. Voilà. Et ce que vous pouvez voir déjà, c'est que là où c'est très foncé, c'est la Rhénanie du Nord-Westphalie. Voilà. Alors là, c'est vraiment, vous avez beaucoup de communes qui ont des taux très importants. Et ensuite, ce qui aussi se profile, le Sud, en général, c'est moins important, en fait, les villes, notamment la Bavière. Pas tellement le Baden-Württemberg. La Bavière, c'est à peu près cette partie-là. Vous voyez? Et le Baden-Württemberg, c'est ici, en fait. Voilà. Voilà. Et je vous ai mis en fait le site, si jamais vous voulez consulter directement en fait les villes, parce qu'il y a vraiment des villes qui ont des taux de multiplicateurs de taxes professionnelles de 200%. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe quand même. Mais bon, c'est quand même en général les villes, c'est plutôt des taux d'imposition importants en fait. Voilà. À une exception, parce que vous avez, depuis l'année dernière, vous avez Mayence. Voilà. Mayence, c'est le siège de BioNTech. C'est eux qui ont inventé le vaccin de Pfizer et qui l'ont coproduit avec Pfizer. Et tout d'un coup, à cause de ces taxes professionnelles, Mayence, qui était auparavant une ville très endettée, d'ici 1 an, n'aura plus de dette parce que tous les ans, elle va percevoir. Alors, apparemment, en 2021, elle a reçu 1,5 milliard de taxes professionnelles rien que de l'implantation de BioNTech. Voilà. Donc, et à mon avis, ils sont en train de passer le taux d'imposition actuellement de manière très forte. Autre exemple, par exemple, le taux le plus bas
pour la taxe professionnelle dans le Baden-Württemberg, c'est, à mon avis, c'est là, c'est Walldorf. Et comme par hasard, c'est le siège de SAP. Donc, en général, c'est des villes où, justement, il y a déjà des entreprises très puissantes qui payent beaucoup d'impôts au niveau de la taxe professionnelle. Voilà. Voilà, donc, et peut-être dernier aspect intéressant, cet écart entre les communes en Allemagne, entre un taux qui peut théoriquement varier pour toute l'entreprise, donc y compris avec le taux d'IS, entre 23% et 32%, il est énorme. C'est vraiment, c'est le symbole aussi d'une compétition entre les communes. Voilà. Donc ça, c'est un peu le côté fédéralisme avec son principe de subsidiarité en Allemagne. Donc vraiment, le but du système en Allemagne, c'est de dire, on installe une certaine concurrence. C'est pas uniquement le principe d'égalité, comme ce serait beaucoup plus le cas en Allemagne, en France, mais on veut mettre en place une concurrence. Voilà. Et par exemple, récemment, la Karlsruhe, là où je suis implanté, ils ont augmenté, parce qu'ils ont beaucoup de déficits, ils ont augmenté en fait le taux de taxe professionnelle à 450. Donc là, ils sont vraiment dans la barre très haute. Et à mon avis, tôt ou tard, ils vont avoir des problèmes parce qu'il y a des industriels, des entreprises qui vont râler. Voilà. Et donc, j'espère qu'il y aura une pression de ne pas garder ce taux très, très haut. Voilà. Écoutez, voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je serai ravi d'avoir vos questions. Voilà. Merci beaucoup, Christiane, et merci à tous les participants. Effectivement, nous allons vous laisser la parole. Je ne sais pas, je vais laisser Sabine aussi me dire si il y a eu des questions dans le chat et le cas échéant, nous les relayer pour que nous puissions échanger. Oui, alors le chat tu m'entends, Lucille? Tout à fait, oui. Très bien. Oui, alors le chat, il est resté très calme, très calme. Je pense éventuellement qu'on a des participants un tout petit peu timides ou qui n'osent pas face à nos experts. Voilà. Quoique, ça sera quand même le moment d'en profiter. C'est vrai aussi. Donc, on n'a pas beaucoup de questions pour l'instant, mais vous avez encore la possibilité de poser les questions. Moi, en fait, peut-être, j'aurais une question. Il y a la promotion du Master 2, droit des affaires et MBA, qui nous remercie pour ce webinaire. Tout à fait, j'allais leur faire un petit clin d'œil puisque depuis peu, nous avons un partenariat avec donc l'université de Paris Panthéon Assas, donc le Master 2 effectivement en droit des affaires et gestion management. Et merci aux étudiants qui étaient présents ce soir. J'espère que vous avez pu avoir plein d'informations utiles. Ouais. Oui, et donc, voilà. Sabine, je te laisse effectivement poser ta question à Christiane. Oui, parce que je voulais savoir, Christian, parce qu'on me dit qu'il y a des crédits d'impôt qui valent le coup en France, comme le crédit d'impôt recherche et innovation, où la France, elle est vraiment idéale pour héberger la recherche et le développement. Et en Allemagne, on n'a pas d'équivalent, alors, c'est ça? On n'a pas? Si, pardon. Oui, depuis 2020, ça existe aussi, mais évidemment, c'est… Alors, je crois que c'est limité. Attendez, alors justement, j'avais lu ça. Mais donc, ça existe. Alors, déjà, ouais, c'est du chiffre, c'est des dépenses de R&D d'une entreprise jusqu'à 2 millions d'euros et en fait, le maximum qui peut être subventionné, c'est 500 000 euros. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le crédit d'impôt recherche en France, où vous pouvez obtenir le remboursement de, alors attendez, je crois que c'est 20% ou 20% moins, jusqu'à 100 millions d'euros. Donc, ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros. Et par contre, ce qui est intéressant,
en Allemagne, parce qu'ils ont mis en place en fait cette possibilité depuis 2 ans, il y a une instance qu'il faut contacter au préalable. Donc, si vous voulez vous lancer dans un projet de recherche, avant de demander les fonds, vous devez obtenir en fait la validation de votre projet de R&D par une instance que le ministère des Finances a mise en place. Donc là, du coup, en fait, évidemment, le montant n'est absolument pas comparable par rapport à la France, mais du coup, à mon avis, c'est une innovation intéressante parce que j'ai quand même certains clients qui ont obtenu le crédit d'impôt recherche, des montants énormes. Et ensuite, 3 ans après, il y a un contrôle fiscal et on leur dit, bah, écoutez, ce que vous avez fait, ce n'est pas du tout de la R&D et on vous demande de rembourser tout ce que vous avez eu parce qu'il n'y a pas cette instance préalable qui valide en fait le projet de recherche. Aïe, 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 aïe. Donc, attention, attention. Oui, oui, bon, je pense que ceux qui le font, ils connaissent. Voilà, en France Oui. en tout cas. Mais voilà. Mais effectivement, depuis 2 ans, cette possibilité existe, mais de manière beaucoup plus limitée. Et en l'occurrence, c'est la France, c'est l'Allemagne qui a copié la France, justement. D'accord. Merci beaucoup, merci à nos experts. Effectivement, comme vous avez pu le voir, nous étions ce soir vraiment focalisés sur la partie identité visuelle, communication, juridique et fiscalité. Vous avez ici la liste des 8 experts qui composent le groupe Allman Business Expert. Nous vous invitons également à suivre notre page LinkedIn et bien sûr à vous rapprocher des différents membres qui ont éveillé votre curiosité ou suscité de l'intérêt par rapport à votre projet, puisque l'objectif d'ABE, c'est vraiment de vous proposer un accompagnement à 360 sur tous les sujets qui sont essentiels pour bien se lancer et sécuriser son lancement en Allemagne. Donc, merci à tous, au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain webinaire dont la date sera communiquée très bientôt sur les réseaux sociaux. Oui. Lucille, on a Oui. une petite question. Est-ce qu'il est possible d'obtenir donc les PowerPoint des présentations? Donc, oui, tout à fait. Il faudrait laisser donc votre mail dans le chat ou via la messagerie LinkedIn pour que nous puissions vous les envoyer. Puisque ce n'était pas sur inscription ce soir, donc voilà, laissez-nous les coordonnées si vous souhaitez disposer du PowerPoint. Oui. Et peut-être aussi, Lucille, on pourrait évoquer le café des experts, le café ABE. Tout à fait, très juste. Effectivement, donc nous envisageons de nous réunir sous un format, on va dire, plus convivial, moins formel, vraiment sur des échanges avec nos experts. Le premier rendez-vous étant fixé le 8 avril à 13 h. Donc là aussi, bientôt plus d'informations et évidemment le lien pour nous rejoindre sur LinkedIn. Donc, on espère vous revoir, on espère… Et oui, tout à fait. Et donc, bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci beaucoup. À bientôt, à bientôt. Au revoir. Au revoir.